10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui dans ce 10h midi avec Rémi Branco, vice-président du département du Lot. Bonjour, vous Bonjour. êtes l'auteur de ce livre Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube. Vous avez également, j'allais dire également aux éditions de l'Aube, le livre de Brice Sokol. Bonjour. Bonjour. Politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de ce livre Parlons-nous tous la même langue. Donc toujours aux éditions de l'Aube. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Bonjour. Et Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On va parler de ce conclave qui ne verra peut-être pas de fumée blanche de sitôt, puisque la CGT a décidé de claquer la porte. Les 500 € minimum. Éric Lombard annonce un nouveau produit d'épargne pour financer l'effort de défense. Ce livre, alors je trouve l'histoire un peu compliquée, un livre qui avait été commandé à Jules, le dessinateur, une nouvelle version de La Belle et la Bête pour donner aux élèves de CM2 et qui donc visiblement ne sera pas édité car pas adapté aux élèves. Bref, beaucoup de sujets avec vous, avec également l'interview d'Elisabeth Borne ce matin qui s'est prononcée en faveur du voile pour les accompagnatrices scolaires. J'avoue que les sujets sont un peu compliqués et un petit peu confus sur ce sujet. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et Rémi, c'est un coup de cœur qui m'intrigue. Allez-y. Oui, c'est un coup de cœur pour un livre. Un livre d'une jeune femme extraordinaire qui raconte son parcours de mère, un parcours extraordinaire. MAIRE. Mais aussi MAIRE, tout à fait, pardon, mère de Pibrac. Et malheureusement, le récit trop ordinaire de mère qui jette l'éponge. Camille avait un enthousiasme incroyable quand elle s'est lancée. Elle avait 30 ans. Elle s'est lancée pour être mère de Pibrac, petite commune à côté de Toulouse. Tous ceux qui la connaissent savent à quel point elle aime les gens. Elle avait envie d'agir pour sa commune. Sauf que pendant ces 5 années, elle a été confrontée à une pression incroyable. D'abord de la population qui est en demande de services, et c'est normal. Pression aussi de l'État parce que les moyens diminuent. Et quand on est une femme, jeune, mère, mais aussi quand on est un homme, on est face à toutes ces contradictions aujourd'hui de la société qui veulent tout, plus de services, sans payer d'impôts, etc., etc. Et Camille, elle fait ce récit avec beaucoup d'émotion. C'est un récit très personnel qui parlera, je pense, à beaucoup de mères qui aujourd'hui s'épuisent dans ce qui est sans doute le plus beau mandat en politique aujourd'hui. Ouais. C'est à la fois un message, un signal d'alerte qu'elle lance aux politiques, à la République tout entière, mais c'est aussi un message d'espoir qui donne envie, paradoxalement, de s'engager et d'accompagner, d'aider ces mères. On est à 1 an des municipales. Il faut que tout le monde lise ce livre, Mère, le grand gâchis de Camille Pouponneau, pour donner envie à d'autres de s'engager en politique. Alors, est-ce que je peux faire un petit bémol qui est peut-être injuste? Je suis allée ce week-end dans un petit village et j'ai trouvé que le maire abandonnait son village. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de café, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'épicerie. Il y a un moment, et quand vous parlez avec les gens qui habitent ce village, ils vous disent on ne sait pas exactement où est le maire, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Le village, il y a des planches en bois sur l'épicerie. Enfin, c'est absolument terrifiant. C'est un village de 1000 habitants. Il y avait une usine qui vient de fermer. Moi, voilà, c'est vu de l'autre côté. Oui. Voilà aussi ce qu'on peut. Mais voyez, c'est tout le paradoxe. L'usine a fermé, c'est pas la faute du maire. Voilà, mais peut-être. Et si la boulangerie ferme, et si les commerces ferment, c'est sans doute parce que l'usine a fermé et qu'il y a moins de travail. Non, mais l'usine elle vient de fermer. Oui, mais c'est pas la faute du maire. Non, mais le maire, il peut peut-être. Oui, vous allez y arriver. Mais j'entendais, je ne sais plus qui était là et qui disait qu'il y avait des possibilités pour les mairies d'ouvrir des cafés. Il y a des allocations qui sont données. Alors c'est votre sujet aussi, Brice Sokol. Oui, moi c'était un peu mon coup de cœur. C'était la proposition de loi de Kasbarian qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Oui. Qui permet désormais de faciliter l'ouverture des bars et des cafés dans les villages de moins de 3500 habitants. On peut obtenir une licence 4. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué, une licence 4, parce qu'il faut la racheter dans le département d'à côté, il faut l'accord du préfet, etc. Là, on pourra ouvrir un café avec une licence 4 de manière plus facile, et les maires pourront donner uniquement un avis positif ou un avis négatif. Donc c'est intéressant. Je trouve qu'il faut à un moment, on parle de revitalisation de nos espaces ruraux, de nos campagnes. Je pense que c'est un coup de cœur plutôt intéressant. Oui, bien sûr. Et ça illustre vraiment cette nécessité
d'amener de la vie dans ces villages. Mon père est maire d'un village de 800 habitants dans le département de l'Allier. Il se bat tous les jours contre l'administration, contre l'État, contre les circulaires divers et variés. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'en fait, être maire aujourd'hui, c'est répondre à toutes les exigences de nos concitoyens et aux injonctions parfois contradictoires de l'administration. Donc, la majorité des maires travaillent énormément pour leur commune et leur collectivité. Il peut y avoir des exceptions, vous en signalez une. Mais c'est un mandat qui reste très humain, un mandat de proximité qu'il faut savoir accompagner. Je crois que dans les études de Frédéric Dabi, d'ailleurs, le maire est le personnel politique le plus préféré des Français. Dans notre ouvrage, on démontre bien qu'en fait, la parole et la confiance républicaine aujourd'hui, elle est chez les élus locaux, et c'est un peu le sens de votre ouvrage aussi. Elle est dans la proximité. Alors, et dans l'écoute. Alexandra Spinner. Oui, non, peut-être effectivement, là, vous évoquez le cas exceptionnel d'un maire qui est peut-être défaillant. Mais je crois que les Français savent bien ce qu'ils doivent aux maires, leur investissement. Il faut bien savoir que être maire, faire de la politique aujourd'hui, ça suppose beaucoup d'abnégation. Les Français doivent aussi l'entendre. Beaucoup d'abnégation. C'est du temps pris sur nos activités professionnelles. Enfin, c'est vraiment un engagement total. Et les maires, à cet égard, sont ceux qui consacrent toute leur vie. C'est le dernier point de proximité qu'ont les Français dans une espèce de monde où la parole publique ne vaut plus rien, où plus rien ne veut vraiment rien dire, où on est dans la confusion la plus totale. Le maire ou la maire, c'est vraiment la personne vers qui on peut se tourner. Et en l'occurrence, vous parlez d'une exception, je pense. Voilà. Et effectivement, le livre de Camille Pouponneau, il sort aujourd'hui, et il y a un article dans le Figaro qui est une interview où elle dit: j'ai encore honte vis-à-vis de mes habitants, je ne pensais pas y laisser ma peau, et a rappelé qu'il y a 2400 maires qui ont démissionné depuis 2020, ce qui montre la difficulté. Qui devrait nous inquiéter collectivement. Absolument. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité avec Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Rémi Branco, vice-président du département du Lot et auteur de ce livre, Loin des villes, loin du cœur, aux éditions de l'Aube. Geneviève Gotzinger, vous êtes communicante, présidente de l'agence Image, et Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de cet ouvrage, Parlons-nous tous la même langue, qui est paru aux éditions de l'Aube. Et on peut rappeler le livre que vous nous recommandiez de Camille Pouponneau, Rémi, qui raconte le quotidien d'une mère d'une petite agglomération qui a été obligée de jeter l'éponge face à l'absurdité administrative et la difficulté aujourd'hui d'être maire. Et aussi par rapport au regard de ses propres habitants qui en demandent beaucoup, toujours plus aux maires qui se retrouvent en première ligne et qui malheureusement n'a pas de baguette magique. Les maires aimeraient bien, mais parfois on est confronté à l'impossible. Et puis il faut le dire aussi, à des pressions, parfois du harcèlement. C'est facile aujourd'hui d'envoyer un mail, de mettre sur les réseaux sociaux honte aux maires qui ceci, qui cela. Et voilà, et quand on est un jeune maire, qu'on a 30 ans, qu'on s'engage avec enthousiasme, 5 ans après, souvent on en voit malheureusement la face difficile, la face sombre, avec aussi des menaces physiques. Des menaces qu'on voyait pas avant vis-à-vis des maires. Donc la mère est toujours effectivement la personne, le responsable politique le plus apprécié, mais il faut le chérir, ce mandat. Alors Brice Sokol, votre coup de gueule, ça rejoint un petit peu tous ces sujets-là. Moi j'ai été frappé par l'étude qui a été remise il y a quelques jours sur les temps d'attente aux urgences dans notre pays. Moi je me souviens de l'affaire Lucas. Vous vous souvenez de Lucas en 2023? Lucas, il avait 25 ans. Il est mort d'une septicémie après 10 heures d'attente aux urgences. Et 2 ans après, rien n'a changé. Rien n'a changé. Alors on nous dit, vous avez une diminution de l'accessibilité de la médecine libérale. Il y a moins de médecins libéraux. On vous dit, la population vieillit. On nous dit, les gens sont de plus en plus exigeants. On nous dit, l'hôpital public manque de moyens. Et c'est vrai, moi je l'ai constaté, j'étais encore à l'hôpital il y a 15 jours, ce sont des infirmières qui poussent les brancards, je ne sais pas si vous imaginez. Et quand vous allez faire par exemple à l'hôpital, il y a quelques années, vous aviez dans les urgences 6 infirmières, 3 internes. Aujourd'hui, tout est divisé par 2. Bien sûr. Voilà. Et les notes
des infirmières aussi. Et les notes c'est-à-dire qu'elles passent aujourd'hui, elles deviennent infirmières avec 7 sur 20, ce que m'ont raconté certains médecins pour qui c'est devenu problématique. Absolument. Vous vous rendez compte que il y a à peu près aujourd'hui 36% de la population de plus de 75 ans qui passe plus de 8 heures aux urgences. Et nous sommes une population vieillissante. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous parle beaucoup d'économie de guerre, on nous parle beaucoup, voilà, il faut investir dans le budget de la défense, etc. Pourquoi pas ? Mais il faut arrêter dans ce pays de tirer à hu et à dia. Un coup, on nous dit, voilà, on met tout sur l'environnement. Après, on nous dit, on met tout sur l'économie de guerre. Ouais. Après, on nous dit, on met tout sur l'hôpital. Mais on n'a pas, si vous voulez, par exemple, de loi programmatique. On en a pour la défense, on en a pour d'autres sujets, on n'en a pas pour l'hôpital. Il faut qu'on arrive aujourd'hui dans ce pays à pouvoir penser les réformes publiques à moyen et long terme. On ne peut pas toujours faire de la politique par à-coup. Et l'hôpital public dans ce pays devrait être une grande cause nationale et notre priorité. Et dans le livre que nous avons écrit avec Frédéric, Comment les imaginaires transforment la France, les gens nous disent mais on ne comprend pas. La dépense publique augmente dans ce pays, les impôts augmentent, ça nous coûte, je dis, ce que nous disent les gens, un pognon de dingue. Bien sûr. Et pour quel service ? Donc il y a une vraie question dans ce pays. Repensons la dépense publique, rationalisons la dépense publique et ayons vraiment une vraie politique de long terme concernant l'hôpital public. Ouais. Bah oui, ça semble être une évidence. Une évidence et la perte de chance quand on habite en territoire, en province, je reprends le terme de province, avec un chirurgien parisien qui me racontait qu'il a un patient atteint d'un cancer assez grave de l'intestin qui est à Clermont-Ferrand et à qui on a dit on vous serez opéré au mois de septembre prochain. Donc il a dit moi je l'ai fait venir, je le perds dans le privé. Et ce médecin qui lui-même était à la PHP a quitté la PHP face à la déliquescence totale de nos hôpitaux. Oui. Il y a un sujet évidemment financier, puis il y a un sujet d'organisation. Bien sûr. Juste une petite référence. Il y a un hôpital à Créteil. Ça, je suis à Créteil. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le SAMI, le service d'accueil médical initial. C'est-à-dire que vous arrivez aux urgences, vous allez au SAMI, c'est un dispensaire, et là on vous dit, soit on vous soigne si vous avez un petit bobo, parce que 70% des gens qui vont aux urgences, parfois pour des raisons financières, sociales, vont se faire soigner aux urgences. Et donc, dans ce dispensaire, les gens vous orientent. Soit ils vous soignent si vous avez des petits bobos, je schématise, soit si vous avez quelque chose de très sérieux, ils vous envoient aux urgences. C'est une organisation, c'est-à-dire c'est un sujet de moyens et d'organisation. Bien sûr. Je partage. Je vois sur l'hôpital de Cahors, par exemple, ou d'autres hôpitaux de taille moyenne, il y a à la fois une énorme bureaucratie. On a créé des strates et des strates, des échelons dans tous les sens. Et finalement, en bout de chaîne, les praticiens qui se retrouvent face aux patients, mais ils ont un courage, un dévouement, malgré tout ça, pour accueillir des patients qui sont en détresse, qui souvent habitent loin, qui se sont fait amener parce que c'était pas simple, et qui reviennent tous en disant mais c'est incroyable, c'était dur, c'était long, mais le courage des professionnels de médecine, et notamment de ces infirmières, de ces brancardiers, il est salué par tous. Donc il serait temps de réagir pour leur faciliter la vie, parce que sans eux, effectivement, on pourra faire tous les efforts de guerre qu'on veut. Derrière, si on soigne plus nos malades, dans les grandes villes comme dans les territoires, ce sera compliqué. Mais c'est pas normal, cet allongement de temps aux urgences n'est pas normal. Il y a la question des urgences, mais il y a la question de la santé d'une manière plus globale. On ne trouve plus aujourd'hui de médecins traitants. Alors là, c'est vrai. Vous parliez de la province, entre guillemets, ou des territoires, comme on veut, mais à Paris, on ne trouve plus de médecins traitants, en fait. Voilà. Mes parents, je cite un exemple, mais que je connais évidemment bien, leur médecin traitant a pris sa retraite. Oui, il n'y en a pas. Et là, ils n'en ont pas. Ils ont 87 et 88 ans. Et ils en cherchent un désespérément depuis 4 mois. Ouais. Et finalement, là, ils viennent d'en trouver un à Levallois, alors qu'ils habitent le 18e arrondissement et que mon père ne peut quasiment plus se déplacer. Donc, si vous voulez, il y a quand même un véritable souci dans l'organisation plus générale de la santé dans notre pays. Non, c'est pour absolument. Ça, Et il y a un autre élément qui est vraiment frappant, c'est que c'est la part des non-soignants dans les effectifs hospitaliers. En France, c'est 34%. Personnel administratif au sens large. Dans la moyenne des autres pays européens, c'est 20%. Donc c'est aussi une question de priorité et d'organisation. J'attire votre attention sur le fait que peut-être en ville, effectivement, il y a un problème de médecins traitants. Dans nos campagnes, il y a des problèmes de médecins tout court. C'est-à-dire qu'on n'a plus de médecins. Une commune sur 2 dans mon département n'a pas de médecin.
Et nous, ça veut dire des kilomètres pour aller en chercher. Je viens à Paris, si j'allume Doctolib, faisons l'essai ensemble, on trouvera un médecin pour nous accueillir aujourd'hui dans la journée dans Paris. Dans le Lot, ce sera complètement impossible. Ouais. Et là, j'attire votre attention parce que il en va de personnes souvent âgées. C'est le département le plus plus âgé de France. C'est pas des personnes qui vont prendre le métro pour faire 5 stations de plus, aller à Levallois sur la ligne 3 et aller chez le médecin. On est face à des gens qui peut pas se déplacer, aller à Levallois sur la ligne 3, il peut pas le faire. Tout à fait, mais la proportion de gens qui sont en incapacité de se déplacer à la campagne, c'est-à-dire les personnes âgées, elle est plus importante encore. Et là, il s'agit d'angoisse de se dire est-ce que je peux rester vivre là où j'habite. Je mets pas en contradiction Paris et la campagne, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que hôpitaux, depuis 4 mois, tous les coups de fil, on le refuse. Voilà, on refuse de le prendre. Oui, mais comme médecin traitant. Alexandra, oui, sur ce sujet important. Sur ce sujet important, je dirais que ce sont tous les services publics qui sont concernés, parce que l'école aussi est à minuit moins 1 de l'effondrement. Sur les hôpitaux, vous l'avez évoqué brièvement, la réalité, c'est que le personnel hospitalier doit consacrer une grande partie de son temps à des démarches administratives, au lieu d'être en contact avec les patients, avec les gens qui ont besoin d'être soignés. C'est ça aussi le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à vaincre cette espèce de monstre administratif. Voilà, c'est terrible. C'est pour ça que je reviens, parce que moi je me disais que j'étais un peu peut-être populiste en disant ça, mais comme Brice Sokol l'a évoqué lui-même, c'est quand on nous parle d'efforts de guerre et de remilitariser la France, et qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'avoir des hôpitaux. Oui, basiquement, on se dit, mais pourquoi on irait mettre du pognon, pardon de parler comme ça, dans de l'armement, alors qu'on ne peut pas se faire soigner ? Moi, j'ai le sentiment que ce que vous dites est partagé par une majorité de Français. Il y a un sujet sur la réindustrialisation, il y a un sujet sur l'économie de guerre. Ça, c'est un sujet, mais pas aux dépens des autres. Enfin, il y a des priorités. Dans notre ouvrage, les gens nous disent... notre priorité aujourd'hui, ce sont les services publics au sens large. Et le premier des services publics, c'est la santé. Bien sûr. Voilà. On a quand même un sujet, parce que l'effort de guerre, pour moi, il est européen. Là, l'effort de réindustrialisation, il doit être européen. L'effort de santé publique de nos hôpitaux, il est français. Et attention, parce que les Français vont avoir du mal à comprendre que nous, Français, on dépense beaucoup plus que nos voisins européens pour l'effort de guerre, et que par conséquent, on n'ait plus les moyens d'investir dans nos hôpitaux. Là, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience que c'est 2 échelles et 2 réponses différentes. Enfin, il faut aussi prendre conscience qu'on est quand même en danger pour notre sécurité. Mais au niveau européen. Au niveau européen, mais donc aussi au niveau français. Donc oui, l'effort de guerre, il est absolument nécessaire, enfin de mon point de vue. Et oui, partagé, évidemment, mais on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Et là, l'idée de lever des fonds à travers cet emprunt me semble une bonne idée. On va en parler tout à l'heure, mais me semble une bonne idée. Pourquoi on ne le fait pas pour la santé ? Pardon de parler, d'être trivial, mais... c'est la question qu'on peut aussi se poser. Je vois là sur le fil de X, surpoids, 2 députés proposent de peser les élèves de CE2 pour prévenir l'obésité. Bon, on demande toujours plus à l'école. Réécoutez ce matin Patrick Roger et son invité. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Allez, on continue notre tour de table. Puis il tombe bien le tour de table parce que ça fait partie des sujets que je voulais aujourd'hui évoquer. Geneviève, avec vous, c'est Boualem Sansal avec cette tribune dans le Figaro aujourd'hui. Absolument, une très belle initiative de son comité de soutien. Évidemment, Arnaud Benedetti, entre autres, David Lisnard, un collectif qui signe une tribune. Je rappelle que ça fait 124 jours qu'il est détenu en Algérie. Boualem Sansal, qui est notre compatriote, puisqu'il est franco-algérien, immense écrivain francophone. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Et donc, à l'initiative du comité de soutien, il y a cette demande que Boualem soit choisi comme ministre de la francophonie, ce qui serait évidemment un acte éminemment symbolique, un acte de soutien. Non ? Oui, bon, il y a quelqu'un, mais donc, connaissez le nom ? Qui a un double. C'est un avocat mahorais. Là, le nom m'échappe à l'instant, mais c'est quelqu'un de très bien. Ouais. Il faut sauver Boualem Sansal. Il est réellement en danger de mort. Aujourd'hui, il a 80 ans. Il a une très grave maladie. Il est emprisonné. Il passe de l'hôpital à la prison. Les hôpitaux algériens, manifestement, le bras de fer, les autorités algériennes, la dictature algérienne ne veut pas le perdre et est prête, évidemment, à le sacrifier. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives de soutien. En début de semaine, il y a eu à la mairie du 9e arrondissement une initiative avec Kamel
Daoud qui est venu parler de lui et Kamen Benchek devant 300 lycéens, donc des lycées de l'arrondissement. Samedi, c'est à Saint-Raphaël qu'il va y avoir une manifestation. La semaine prochaine, il y a un sitting mercredi dans le 7e arrondissement cette fois. Mais il faut absolument tout faire parce qu'il est réellement en danger de mort, en réalité. C'est ça l'enjeu. Et la tribune cite Sud Radio, donc j'en profite puisqu'il était invité d'André Berkoff, Boualem Samsal, et il disait les francophones aujourd'hui, on lui posait la question de savoir qui pourrait protéger la langue française, à qui confier la protection de la langue française, et il avait répondu en souriant: à moi par exemple, je suis candidat. Boualem Sansal, ministre de la francophonie, concluait André Berkoff. Donc cette idée, pourquoi pas? Elle fait son chemin, mais la francophonie est porteuse de valeurs, et elle est porteuse de cette valeur de liberté qu'incarne Boualem Sansal aujourd'hui. Mais est-ce que au-delà des j'ai envie de dire, pour schématiser, des fleurs, des bougies allumées, etc., et des actes symboliques, il n'est pas temps de passer à quelque chose, Alexandra Spinner, d'un petit peu plus concret, même si c'est effectivement une initiative qui serait tout à fait bienvenue. Alors évidemment, c'est une très très belle initiative. Moi, je salue l'action d'Arnaud Benedetti qui vraiment est mobilisé, tout le comité de soutien. Qui est vraiment très très actif, mais le problème c'est que pour l'instant on n'est que dans les symboles, et que l'âge de Boualem Sansal et les conditions de détention dans lesquelles il se trouve font qu'il serait bon de passer à la vitesse supérieure. Alors on a un ministre de l'Intérieur qui est très actif, qui est très à l'offensive et qui prend le problème à bras-le-corps, Bruno Retailleau, mais moi, je suis assez inquiète. Je trouve que... Alors cette tribune, il faut préciser, elle est signée Arnaud Benedetti, David Lisnard et Yves Damécourt, qu'on connaît bien ici. Donc, un peu ras-le-bol des symboles. Je crois que c'est l'ensemble des hommes et des femmes politiques et des Français qui sont dans le champ républicain, qui sont concernés par cette détention arbitraire. Je crois qu'on est tous... voilà, mais... Non, c'est une très très belle, évidemment, initiative, et Boualem Sansal disait: un peuple qui perd sa langue perd son âme. Absolument. Et en parlant de la francophonie, moi je positionnais plutôt sur ce sujet-là. C'est très déceptif, la francophonie. Quand je dis c'est très déceptif, c'est que l'investissement de la France, des gouvernements successifs, est très faible. Les situations géopolitiques, je peux le comprendre, évoluent. L'anglais prend le pas, le manque d'investissement, le vieillissement de la population francophone sur le continent africain ou asiatique par exemple. Et moi, ce que je regrette, vous avez aussi l'Organisation internationale de la francophonie qui est présidée par un Rwandais. Vous savez, en ce moment, il y a une Rwandaise. Une Rwandaise, excusez-moi. En ce moment, il y a un vrai sujet entre le Rwanda et la RDC. Absolument. Je pense que il faut qu'on réinvestisse ce champ de la francophonie. Absolument, qui est un des angles morts des politiques publiques françaises. Voilà. Et ce que je trouve regrettable, moi je me souviens en 2017 à Lyon, le président de la République actuel disant: il n'y a pas de culture française, excusez-moi, mais oui, il y a une culture française, et la francophonie permet de diffuser cette langue et cette culture française. Et il y a surtout une langue française que nous avons en partage avec de nombreux pays du continent africain. Je regrette qu'on ne cajole pas ce joyau absolu d'avoir cette langue en partage avec maintenant l'anglais est parlé absolument partout, et on ne défend pas suffisamment notre langue sur ce continent. Absolument, et c'est un outil de la diplomatie française. Évidemment. La langue française est un outil de la diplomatie française. Et lorsqu'on nous dit voilà, aujourd'hui les diplomates doivent être à l'œuvre dans le monde entier, la langue française est un des outils qui nous permet de valoriser notre culture et notre influence. Oui, moi, je suis frappé. Je suis d'origine portugaise. Quand j'étais gamin, que j'allais au Portugal, comme tout Portugais, Français d'origine portugaise, au mois d'août, tout le monde parlait français. Aujourd'hui, ceux qui parlent français ont forcément plus de 50 ans ou 60 ans. J'étais il y a quelques jours au Maroc. J'étais frappé de voir là aussi qu'il y a un clivage générationnel. Les anciens parlent français, parfois parlent très bien français. Et les jeunes, aujourd'hui, parlent surtout anglais et parlent un français approximatif, plus pour des touristes, un français presque international. Et c'est triste parce que c'est à travers la culture qu'on crée des liens culturels, mais aussi des liens économiques. Il ne faut pas oublier tous les liens. On parlait de l'Algérie, on a 5 milliards d'échanges avec l'Algérie. Donc, quand on part comme ça dans des frictions, des tensions aussi fortes avec des pays, il faut aussi avoir en tête qu'on fragilise ces partenariats aussi culturels et francophones. Mais parfois, nos amis africains, ont quand même une maîtrise
maîtrise magnifique de notre langue et parfois bien au-delà de ce que nous, Français, nous sommes en capacité de faire. Et je trouve que ça devrait être valorisé, salué, encouragé. Voilà. Moi, je me souviens d'un voyage au Burkina Faso et j'avais demandé à une institutrice burkinabé le cadeau que je pourrais lui rapporter lors de ma prochaine venue, et elle m'avait dit, et j'en garde un souvenir ému, j'aimerais l'œuvre de Malraux dans la Pléiade. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Est-ce que ça, c'est pas la France qu'on aime et qu'on veut défendre? Alors les frictions avec l'Algérie, c'est quand même pas trop nous qui les recherchons. Hein. Là, l'Algérie est vraiment dans un bras de fer et elle est en train d'aller à l'offensive très fort, puisque dans les 2 mois, elle pourrait même décider de reprendre notre ambassade pour la donner à la Turquie, ce qui serait quand même quelque chose sur le plan symbolique d'extrêmement vexatoire. Donc, si vous voulez, le crescendo, il vient pas du côté de la France, hein, il vient clairement du côté de la dictature algérienne. Ça, c'est quand même, je voulais remettre les choses au point là-dessus. Et après la francophonie, d'accord, vous me direz, excusez-moi, mais l'incarcération d'un avocat de 80 ans atteint d'un cancer, de nationalité française également, c'est pas la France qui... Absolument. Bon, on est d'accord là-dessus. Et la francophonie, oui, c'est du soft power, on est d'accord, elle est totalement porteuse de valeurs, et notamment les valeurs de démocratie. Oui, vous avez raison, la France l'a un peu, notamment en laissant pour des raisons politiques une Rwandaise anglophone en prendre, maintenant, vous parliez du Burkina Faso. Le Burkina Faso vient de quitter la francophonie il y a 2 jours, avec le Niger et le Mali, les 3 États de l'Alliance des États du Sahel, effectivement parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les valeurs de la francophonie, et notamment cette valeur de liberté et de démocratie. Et c'était au mois de janvier, le Royaume-Uni, par la voix de son ambassadeur, affirmait être prêt à aider l'Algérie à renforcer l'usage de l'anglais dans les pays majoritairement francophones. Moi, j'ai fait un coup de gueule lundi sur la semaine de la francophonie, parce que je trouve que c'est une vaste mascarade, que c'est qu'on devrait avoir honte de cette semaine, puisque on a dans les chaînes de télé des newsrooms, des je sais pas quoi point, des pubs en anglais. Donc commençons par faire le ménage chez nous aussi et parlons français et arrêtons d'employer des mots anglais. Ils le font très bien au Québec, on pourrait y arriver. Donc cette semaine... Et un président français qui s'exprime constamment en anglais quand il est à l'étranger. Donc. Choose France, par exemple. Mais juste sur l'Algérie, peut-être que, vous savez, déjà, il faut juste rappeler que l'Algérie ne respecte pas le droit international. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et puis, il serait temps de dépassionner nos relations avec l'Algérie. Voilà, il faut considérer que l'Algérie est un pays comme un autre en France. Et pour les Français. Une fois qu'on aura acté cela, peut-être que les choses iront mieux. Et complètement d'accord. C'est un pays qui ne joue que du mémoriel pour attaquer la France et pour dissimuler ses turpitudes et ses échecs derrière le mémoriel. Mais mémoriel qui a été complètement encouragé par notre président avant de faire un volte-face comme à chaque fois. Mais voilà, on en est. On se retrouve dans un instant. On va parler de Dominique Voynet avec vous, Alexandra Spinner. Ça fait partie des sujets que je voulais évoquer. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous dit pas sur... Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue notre tour de table avec vous, Alexandra Spinner, et l'étonnement, on va dire, pour ne pas dire plus. Oui, l'étonnement, bienvenue en Absurdistan. Ouais. On avait oublié, fort heureusement, Dominique Voynet, et voilà qu'elle ressurgit. Dans notre actualité, assez tristement, puisque voilà quelqu'un qui s'est vanté d'avoir saboté le nucléaire français. La France et les Français, surtout les ménages français, en ont payé les conséquences à tous les niveaux, surtout sur leur facture d'électricité. La nature en a pâti, puisque on a mis à mal notre principale source d'énergie décarbonée. Eh bien, en Absurdistan, on a décidé de nommer Madame Voynet. Alors, je vous lis l'intitulé au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Voilà, donc Monsieur Macron a fermé Fessenheim, il a mis fin en 2019 au projet Astrid, vous savez, c'était ce projet de recyclage du plutonium et de l'uranium appauvri, qui aurait quand même permis de diminuer notre dépendance énergétique. Voilà quelqu'un qui s'est vanté d'avoir trahi sa mission au service de la France, puisqu'elle a expliqué qu'elle avait menti en disant que, vous vous souvenez, avec le ministre belge, je ne sais pas si on peut retrouver son intervention, mais c'était totalement lunaire. Et bien voilà qu'elle est nommée là, dans cette instance. Elle avait confirmé son positionnement idéologique et dogmatique vis-à-vis de la filière du nucléaire français. Mais c'est complètement lunaire. Mais vous parliez tout à l'heure de cap. Bah voilà le cap que nous avons. Non, mais c'est vrai que tout le monde est un petit peu non, mais on est abasourdi. On rappelle qu'elle a dirigé l'ARS à Mayotte, non, mais c'est lunaire, qui était aussi un des endroits où la santé, on parlait de santé, a été le plus malmené. C'est non? Comment vous comprenez cette nomination? Je ne peux pas la comprendre en fait. Je suis totalement interloquée. Je suis d'accord avec Alexandra. Ça n'a aucun sens en fait. Alors c'est paradoxal, je suis d'accord, mais elle est chargée de l'information. Sur la sûreté nucléaire. Elle n'est pas chargée du développement du nucléaire, heureusement. Il y a quand même des symboles. Non, mais il y a des symboles dont on n'a pas besoin. Le décalage. Mais au-delà de ça, c'est quoi ce machin? Au comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. C'est encore un machin. Mais c'est quoi ce truc Je suis un peu inquiet qu'il faille un machin pareil pour assurer la sûreté nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on est encore plus inquiet qu'on y mette Madame Dominique Poinet. Non, mais on a besoin d'argent. Il y a un moment, il faut fermer ces agences, ces trucs qui servent à rien. Je sais pas. À quoi ça sert l'information et la transparence? On a un ministre, non? On a des ministres qui sont en charge de ça. On n'a qu'à rajouter une personne dans le cabinet. Brice Sokol. C'est tout le débat sur l'administration, sur les agences. Voilà. Comme pour l'hôpital. Comme pour l'hôpital. Voilà. Pourquoi ce que peut faire l'État? L'État le délègue à des agences, à des commissions. Je pense qu'il y a un vrai travail de rationalisation sur ces sujets-là à réaliser, mais ça fait 30 ans qu'on en parle, je crois. Puis pardon, mais EDF, c'est une entreprise 100% publique. Absolument. L'État qui s'autocontrôle, c'est absurde, quoi. Encore une fois, on en revient sur la... Voilà, est-ce que... Pourquoi Madame Voynet, quand on a exercé les fonctions qu'elle a exercées, elle a été parlementaire, elle a dirigé un parti politique. À un moment, peut-être qu'il faut savoir arrêter, raccrocher les gants. Pourquoi on va toujours chercher des gens qui étaient en exercice il y a 20 ans, il y a 30 ans? Oui, mais oui, bien sûr qu'elle est parlementaire aujourd'hui, mais voilà, les temps ont changé. C'est-à-dire, c'est l'incompétence hissée à un niveau d'exemple, quoi. On est incompétent et on est donc récompensé de son incompétence. C'est ça le message. Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire compte dans ses rangs une diversité d'acteurs, dont des associations environnementales réputées opposées au développement du nucléaire en France, comme Greenpeace ou France Nature Environnement, et Dominique Poinet donc va remplacer David Riemann. Et il faut savoir que ce comité est une instance purement consultative sans pouvoir d'action. Vous voilà rassuré. Comme on dit, dehors, qu'on ferme ce machin. Non, mais on parlait tout à l'heure des symboles. C'est rémunéré? Oui, j'imagine. Non, mais on parlait des symboles. Est-il vraiment nécessaire de mettre, de nommer dans cette instance déjà inutile quelqu'un qui assume d'avoir sabordé le nucléaire français? Elle l'a assumé en 2023 devant la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Absolument. On peut l'interpréter un peu comme une provocation. Oui, mais c'est pourquoi on la nomme? Je vous emmerde. Voilà. C'est ça. Mais c'est Madame Braun-Pivet qui l'a nommée. Voilà. C'est totalement incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. On verra. Donc il y a une justification, il y a une explication. Non. Tout le monde est consterné, donc personne n'ose rien dire. Voilà. Si nous aujourd'hui. Oui, nous. Non, mais il n'y a pas que nous. Il y a plusieurs personnes qui sont consternées. Autre consternation, peut-être cette version de la. Alors l'histoire est très compliquée. De La Belle et la Bête commandée puis annulée par l'Éducation nationale, car pas adaptée aux élèves de 10 ans, estime Elisabeth Borne, qui avait accepté de préfacer l'ouvrage. Donc je rappelle, grosso modo, on a demandé au dessinateur Jules de revisiter La Belle et la Bête. Donc pourquoi on revisite? Première question. C'est un livre, l'idée est plutôt bonne à la base de donner un livre pour les vacances. Ça c'est formidable. Ça à tous les élèves les jeunes. Mais on n'a pas assez de livres dans notre patrimoine culturel français, même un Astérix et Obélix, même un. Alors, je ne sais pas. Tous les classiques, quand ils sont proposés à des élèves de CM2,
sont adaptés évidemment à leur niveau. Oui. On peut pas lire. Astérix et Obélix, c'est adapté. C'est pour tout âge, ça. C'est pour tout âge. Enfin, je sais pas. C'est pour tout âge, mais tout ça, c'est à nouveau un volte-face totalement incompréhensible, puisque le livre avait donc été préfacé par Elisabeth Borne elle-même. Voilà. Oui. Alors, commandé par le cabinet, je crois, de Jean-Michel Blanquer, préfacé par Elisabeth Borne, qui fait une préface dithyrambique sur l'ouvrage. Et aujourd'hui, on apprend que l'administration du ministère l'interdit parce que les élèves ne seraient pas en situation d'autonomie pour lire La Belle et la Bête. C'est quand même pas un ouvrage extrêmement dangereux, me semble-t-il, et qui même fait plutôt l'ode à la lutte contre les préjugés, qui est un ouvrage plutôt positif, qu'on le revisite à la rigueur, pourquoi pas, avec Jules, un auteur de bande dessinée. Bon, vous avez entendu la réécriture moderne. On a un père de famille qui arrive d'Algérie, qui doit commettre des fraudes et qui se fait contrôler par des policiers, a expliqué Madame Borne. Peut-être que dans un cadre avec des policiers, on peut expliquer ce second degré, mais c'est un livre qui a vocation à être lu en vacances avec sa famille. Pourquoi ? Non, mais pourquoi Vous savez, il suffisait de livrer La Belle et la Bête telle qu'on la connaît, c'était parfait. Je crois que les élèves de CM2 auraient été tout à fait en capacité. Et donc là, c'est pas Proust non plus. Ils auraient été tout à fait en capacité de le lire. La scène qui pose problème, je comprends que ça puisse choquer, c'est le père de la Belle qui boit quelques coups de vin et Jules le représente ivre, bouteille à la main, en train de chanter les lacs du Connemara. Donc je ne sais pas si ce sont les lacs du Connemara ou le père algérien qui boit de l'alcool. Est-ce qu'on est certain que c'est cette scène qui est incriminée ? C'est parce que qui l'a dit, qui l'a. Vous voyez, c'est ça. Toujours très prudent, moi. Oui, non, mais vous avez raison. Mais enfin bon, il y a suffisamment quand même de livres dans le patrimoine français sans qu'on soit obligé de réécrire. Mais encourageons les jeunes à lire. Ça, c'est quand même formidable. On a tous lu les fables de La Fontaine et puis Gargantua. Ça avait été le précédent, je crois, dans les. Aurait été très bien. Oui, non, mais il y a plein de choses qu'on peut lire et. Mais là encore. D'autant qu'il y a différentes étapes dans la lecture. Moi, je ne sais pas vous, mais la première fois que j'ai lu les fables de La Fontaine, je n'ai pas tout compris. Non, bien sûr que non. Et puis, chaque année, la lecture des fables de La Fontaine apportait de nouveaux mots, un nouvel éclairage. Et c'est ça qui est formidable dans la lecture. Et encore une fois, on met le doigt sur un sujet qui est important. On parlait des services publics, on peut parler de l'éducation nationale. Voilà. Bien sûr. Pour une majorité de Français, l'éducation nationale est le réceptacle de tous les maux de la société. Voilà. Alors, sur le sujet de la transmission des savoirs, sur le sujet de la laïcité, sur le sujet de la sécurité, voilà, on peut élargir le débat. Et encore une fois, enfin, ce sujet est un exemple de dysfonctionnement de l'éducation nationale. Voilà. Et ce sont des polémiques qui sont récurrentes. On avait eu la polémique sur l'apprentissage de la sexualité à tel âge, sur le genre, sur etc. Voilà. Quel est le rôle aujourd'hui de l'éducation nationale ? C'est peut-être ça le sujet. Et pourquoi on leur donne une BD à lire d'ailleurs ? Enfin, moi j'étais très longtemps contre les BD et je m'aperçois à l'usage avec les élèves de la lecture, bien sûr. Finalement, ça peut être un chemin vers la lecture des grands chefs-d'œuvre de la littérature. Donc pourquoi pas ? Mais cette censure est étonnante. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'est-à-dire que on commande et après on dit. C'est surtout ça. C'est ça, c'est mais moi, c'est le fait de revisiter dès le départ qui me pose problème. Aussi, donc finalement, qu'il ne soit pas proposé aux élèves. On revisite, on commande et on annule. C'est un peu comme la 69. Je suis un peu caricatural. Et on perd peut-être de l'argent dans l'histoire. Non, là, ils n'avaient pas, ils n'ont pas été. En tout cas, ce qui est commun à tous les débats qu'on vient d'avoir. Ce qui est commun à tous les débats qu'on vient d'avoir, c'est qu'il n'y a pas de cap. Voilà. Non, mais on fait tout et son contraire dans le même temps. Wow. On est d'accord. On est pour le nucléaire, on est contre le nucléaire. On commande 800 000 exemplaires d'un livre et puis finalement on l'annule. Enfin, tout est comme ça. On fait tout et n'importe quoi et son contraire en même temps. Enfin, on adore provoquer des polémiques. Voilà, c'est pas l'instant des écoles rurales fermes, des classes fermes. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve avec vous tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Oui, on apprend, c'est notre ami Eric Revel qui tweet ça, les radios France Info et ici sont en grève pour protester contre les coupes budgétaires et la réforme de l'audiovisuel public.
Il devrait venir voir comment ça se passe dans les radios et les télés privées. J'ai déjà fait un petit coup de gueule là-dessus, sur la façon dont ça fonctionne. Et d'ailleurs, quelle réforme de l'audiovisuel public, finalement, elle a lieu, cette réforme ? Non, mais c'est insensé, insensé. Bref. Retraite après le départ de la CGT, le conclave est en sursis. Moi, le mot de conclave, il m'a dérangé depuis le départ, mais c'est la connotation religieuse qui vous a dérangé. Oui, certainement. Oui, stop ou encore. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Le Premier ministre a d'un seul coup déclaré que non, il n'y aurait pas de retour à 62 ans. Donc, quid de ce conclave ? Je crois que tout le monde s'en doutait, non ? Enfin, je veux dire, on sait très bien qu'on peut pas revenir. On est dans la même ligne que tout à l'heure. On lance des trucs en sachant que ça va pas, ça sert à rien. Alors moi, j'avais un désaccord sur le mot de conclave, qui est certainement pas le mieux adapté, mais par contre la méthode, je la trouvais très bonne. Oui. C'est aux partenaires sociaux d'avoir ce dialogue, d'avoir cette discussion et de proposer des solutions. On peut pas, de la même façon qu'on disait sur l'éducation nationale, annoncer quelque chose il y a 2 ans ou 3 ans, faire le contraire 3 ans après. Là, c'est 6 mois. On annonce même pas 3 mois, on annonce une négociation il y a 3 mois en disant c'est les partenaires sociaux qui doivent décider, et 3 mois après, le politique reprend la main avant même la conclusion des débats. Donc moi, je crois que ça a été une erreur de la part du Premier ministre, que d'ailleurs le ministre de l'économie, Éric Lombard, a rectifié. C'est aux partenaires sociaux de se mettre autour de la table, et moi j'espère que la CGT reviendra autour de la table. On a besoin de ce dialogue pour faire des propositions. C'est normal qu'on demande comme objectif de trouver un équilibre économique, ça c'est parfaitement normal. En revanche, c'est anormal de dire comment on fait. On ne peut pas à la fois dire on vous laisse la liberté de dialoguer, en même temps on décide par avance quel sera le résultat. Très bien, donc il faut que tout le monde se remette autour de la table pour trouver une solution sur un problème qui est très grave. Celui des retraites, c'est à la fois le problème de financer nos retraites, mais c'est aussi un problème d'équilibre budgétaire global. Non, mais c'est justement parce que le sujet est grave que peut-être la méthode devrait être moins ridicule. On sait très bien que le conclave, il a été imaginé pour éviter la censure de la gauche. Donc, je comprends pas tellement cette méthode en réalité. Qu'on discute, qu'on se mette autour de la table, oui, mais avancer des vérités qui sont des prérequis et qui finalement ne le sont plus, ça n'a pas de sens. Moi, je comprends cette méthode parce que le dialogue à l'Assemblée, il est impossible aujourd'hui. Vous avez des positions qui sont beaucoup trop éloignées et qui n'ont pas envie de se mettre d'accord. L'avantage des partenaires sociaux, c'est que eux, ils n'ont pas dans 3 mois une élection législative, une dissolution possible et la démagogie qu'auraient certains de vouloir convaincre d'avance leurs électeurs pour pas être éliminés dans 3 mois. Donc c'est pourquoi moi je trouve que la méthode était bonne et que c'est quelque part finalement la seule qui vaille. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais au moins elle avait une chance de fonctionner. Très bien, mais pour négocier, il faut avoir des conditions qui sont négociables. Et là, en l'occurrence, personne n'avait des conditions négociables. Donc ça n'a pas de sens. Il y avait trop d'écart. Brice Sokol. Moi, je pense aussi que la méthode était la bonne, parce qu'il y a une réalité politique, c'est que voilà, vous avez 3 blocs, personne n'a la majorité. 2, le Parti socialiste en faisait une exigence dans le cadre de l'accord de non-censure. Et 3, mettre en place une commission. Moi non plus, j'aime pas le mot conclave. Enfin, c'est une connotation évidemment trop religieuse et trop marquée. Mais en tout cas, une commission dans laquelle vous avez l'ensemble des partenaires sociaux qui essaient de trouver une solution dans un modèle économique de plus en plus contraint, parce que on a plus de 3 000 milliards de dettes, on a une croissance qui va être non pas à 0,9 mais à 0,8, on a un déficit public qui doit passer de 6,5 à 3,5, donc il y a une contrainte financière et budgétaire. Je pense que les partenaires sociaux sont capables de prendre en compte cette contrainte et de trouver des solutions. Et je pense que la méthode Bayrou sur ce sujet-là est la bonne méthode. L'erreur, en effet, je ne comprends pas pourquoi il a intervenu sur ce sujet. Cette sortie la semaine dernière, c'était quand ? Le week-end dernier. Le week-end dernier, laissons les partenaires sociaux aller jusqu'au bout de leur discussion, qu'elles soient positives et négatives, et puis qu'ils en tirent les conséquences. Mais arrêtons d'intervenir. On peut pas mettre en place une commission et vouloir reprendre la main sur la commission. Non, c'était une bonne idée. Laissons les partenaires sociaux continuer à discuter et que la CGT revienne à la table des négociations. Alors c'est vrai que le mot conclave a une indéniable connotation religieuse, on est d'accord là-dessus. Mais cela dit, c'était pas une simple commission, parce que dans l'idée de conclave, il y a l'idée on en sort quand on a abouti. Fumée blanche ou fumée noire ? Donc on reste là jusqu'au bout. Là, voilà. Donc finalement le mot était pas si malvenu, je trouve. Mais quand vous cherchez la définition du mot conclave, c'est assemblée des cardinaux réunis pour élire un nouveau pape. Il n'y a même pas de sens figuré à conclave. Donc comment on emploie ce mot ? On peut faire évoluer. La langue française est évolutive. Elle n'est pas trop. Elle n'est pas figée. On ne peut pas trop la faire évoluer. On peut la faire. C'est presque un contresens. Bref, allez-y. Ce que je voulais dire, c'était que effectivement, l'objectif de départ, c'était juste pouvoir avoir une non-censure socialiste. Donc ça, on le sait. Après, sur le principe de redonner la main aux partenaires sociaux, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit les uns ou les autres. C'était une très bonne idée.
on sait tous, enfin tous, pas tous, mais on a été quand même nombreux à critiquer depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron la mise hors jeu de tous les partenaires sociaux, cette espèce d'arrogance, le fait de jamais vouloir vraiment discuter avec eux, alors qu'à une époque, notamment, la CFDT lui tendait la main. Donc on peut pas à la fois regretter ça et regretter et ne pas se féliciter du conclave. Maintenant, ce qui a changé, c'est la situation internationale par rapport au moment où ce conclave, ou cette commission, comme vous voulez, a été lancée. Et c'est ça qui explique la position de François Bayrou. Cela dit, je pense que néanmoins, en dépit de la situation internationale, il aurait dû laisser le conclave aller jusqu'au bout et ensuite tirer les conséquences en intégrant la donne internationale et la nécessité de dégager des moyens financiers vers d'autres objectifs. L'initiative qu'il a lancée. Bon, oui, mais la CGT a claqué la porte. Vous dites, ce serait bien qu'elle revienne. Est-ce qu'elle va revenir? À partir du moment où on vous donne la réponse avant. J'ai peur surtout que les autres partent. La CFDT aussi veut plus. La CFDT aussi. Et la CFDT veut continuer à négocier, si j'ai bien compris, mais dans un cadre un peu différent. Oui, c'est ça. Mais pas dans le cadre du conclave. Mais pas dans le cadre du conclave. Donc le conclave n'existe plus. Université de printemps, on peut trouver un autre terme. Ce qui est paradoxal, c'est que le mot de conclave, au-delà de la référence religieuse, il y avait l'idée que c'était un peu sanctuarisé, que personne n'allait y toucher. Voilà. Et là, on fait exactement l'inverse. Donc, voilà, moi je comprends pas cette méthode-là, et il faut revenir à ce qui était décidé au départ, tout simplement. Oui, mais c'est pas. On sait déjà quelle est la conclusion. C'est ça qui est compliqué, c'est à quoi on discute en sachant qu'il n'y aura pas de retour à 62 ans. Donc, ce que disait Alexandra tout à l'heure, s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion. Valérie, on sait les uns et les autres que le retour à 62 ans est impossible, en fait. Ouais. Il y a un moment aussi où il faut pas se leurrer quand même. On a des voisins européens qui envisagent d'aller jusqu'à 67, 70 ans et nous, on voudrait travailler 2 ans de moins. Il y a aussi un... Mais rappelez-vous, en 2012, François Hollande propose le retour à la retraite à 60 ans, pas pour tout le monde. Il dit pour ceux qui ont leur cotisation. Donc il y a des compromis possibles, il y a la durée de cotisation, il y a la négociation autour de la pénibilité des carrières longues. Enfin, il y a beaucoup de curseurs. Tout le monde a compris que de toute façon, il allait falloir travailler davantage. Après, il y a une question de justice, et ça, c'est les partenaires sociaux qui sont les mieux placés. On est d'accord. Les 2 grands sujets encore qui peuvent être négociés, en effet, c'est toute cette notion de pénibilité pour les métiers difficiles. Absolument. Ça, c'est un vrai sujet, ça devrait être une priorité. Et puis les différents modes de financement. Et puis, pourquoi pas aussi la question de la capitalisation. Enfin, il faut le mettre aussi autour de la table. Oui. Ah oui, il faut le mettre autour de la table, mais on sait très bien que... Qui mieux que les partenaires sociaux savent que quelqu'un comme moi peut facilement travailler jusqu'à 70 ans et moi, mon artisan, mon commerçant, mon agriculteur à Puy-l'Évêque, c'est sûr, mon vigneron à Puy-l'Évêque, il va pas bosser jusqu'à 75 ans. C'est un des angles morts de la réforme. Non, mais c'est clair. Cette réforme. Il y a quand même, et c'est eux qui sont les mieux placés, c'est pas les députés aujourd'hui qui sont le plus près de ces réalités-là du monde du travail. Donc on a besoin de ce dialogue-là, et ensuite le politique fera une loi derrière. Mais il faut que ça parte d'ailleurs regretter que nos députés soient très éloignés de ces réalités-là. Une autre question. Il faut faire très attention parce que c'est un sujet, les retraites, on l'a étudié dans l'ouvrage, dans la symbolique, le mot retraite. C'est terrible pour les Français. Pour les Français, c'est sacré. Et la violence institutionnelle et la violence physique lors des manifestations restent ancrées dans le collectif des Français. Donc c'est un moment. Ça a été un moment très difficile du quinquennat Macron. Et attention à la manière dont ce gouvernement va gérer ce sujet. Toujours la question de la symbolique. Dans une économie de guerre, il est impensable de revenir à 62 ans. Enfin, c'est délirant, quoi. On est dans le délire complet. Communiqué de Françoise Imrel, avocat de Boualem Sansal. J'apprends par la presse algérienne que Boualem Sansal aurait été jugé. Un procès fantôme tenu dans le plus grand secret, sans défense. C'est incompatible même avec l'idée de justice. Cela confirme le caractère arbitraire de cette procédure et d'une détention aussi injuste que cruelle. C'est pourquoi j'ai saisi les organes compétents du Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies d'une plainte contre l'Algérie. Pour rappel, les autorités algériennes ont fait obstacle à toute communication entre l'écrivain et l'avocat de son choix, qui fut la cible d'une campagne haineuse dans les médias algériens, etc., etc. Absolument. Il y a dans le cadre des Nations Unies un comité contre la détention arbitraire. Qui est dirigé par qui? Par le Qatar, l'Arabie Saoudite Non, mais les Nations Unies, on va rigoler un moment, non? Non. Le comité contre la détention arbitraire qui est à Genève
rend régulièrement des avis, alors après, qui normalement s'imposent aux États. Hein. Donc, ils viennent d'en rendre un sur la libération de Mohamed Bazoum. Bon, donc maintenant, ça s'impose aux États, et si les États ne les suivent pas, ils peuvent être passibles de poursuites judiciaires. Oui, donc, c'est important que Maître Zimray saisisse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Aller attaquer l'Algérie avec des armes. Donc, il faut utiliser tous les moyens de droit, effectivement, à notre disposition. Et le comité de détention arbitraire, c'est un moyen de droit. Voilà. Maître Zimray fait les procédures qui doivent être faites, mais ce serait bien la première fois que l'ONU s'avère utile. Oui. Voilà. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, Rémi. Pas d'accord. Non, moi je crois que, il y a besoin de toute façon d'élargir le champ, on l'a dit, au-delà de la France en fait. Tant qu'on reste dans une relation France-Algérie, je crois que ça restera de plus en plus tendu. Pour dépassionner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient à ce que vous disiez, il faut dépassionner. Et là, je pense que l'échelon des Nations Unies, s'il peut permettre ça, c'est déjà une victoire. Parce que je crains qu'aujourd'hui, si on reste très bien que ces sur du franco-algérien... Est-ce que l'Algérie en a quelque chose à faire de l'ONU? Enfin, pardon de dire ça comme ça. Non, mais les dictatures en ont peu à faire des instances internationales. On est d'accord, mais néanmoins, les instances internationales existent et il faut les saisir. Oui. Non, mais c'est Europe qui les fait, c'est pas le sujet. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a en effet le sujet du droit international et du droit international public, et il est légitime qu'on saisisse les instances des Nations Unies. Et deuxièmement, ça ne nous a pas échappé quand même, depuis le retrait des États-Unis d'Afghanistan, qui sont les États qui font les intermédiaires. Vous avez le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'on est plus, ce monde du multinational, le monde de 1945 qu'on a bâti, est en train d'évoluer tant à l'échelle de l'Union européenne qu'à l'échelle du droit international public, à l'échelle internationale. L'ONU perd de l'influence sur le plan, sur différents sujets, et aujourd'hui, on a le sentiment de rentrer de nouveau dans l'ère, comme au 19e siècle, où les États-nations règlent leurs différends entre elles. Et le multilatéralisme est de plus en plus mis de côté. On le voit sur le conflit entre Israël et le Hamas, on le voit sur le conflit entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. La République démocratique du Congo et le Rwanda, qui viennent d'être mis autour de la table par le Qatar. Par le Qatar, absolument. Donc voilà, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on est en train de changer d'époque. Et le procureur algérien requiert 10 ans de prison ferme contre Boualem Samsal. À suivre, donc, bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.